L'appartement du 6e arrondissement de Lyon respire l'histoire à chaque recoin. Et moi, Henriette Dubois, 78 ans, j'observe par la fenêtre les eaux grises du Rhône serpentant à travers la ville, comme une cicatrice argentée. C'est dimanche 15 janvier, et l'arôme du bœuf bourguignon emplit l'air, se mêlant à l'odeur de bois ciré et aux vieux livres qui tapissent mes étagères. Mes cheveux argentés sont retenus en un chignon impeccable, et le collier de perles, héritage de ma propre mère, repose délicatement sur mon cou. Je porte une robe bleu marine discrète, mais élégante, qui reflète ma personnalité, raffinée, sans ostentation. Aujourd'hui sera un jour spécial, bien que ma famille ne le sache pas encore. Je me déplace dans la cuisine avec la précision de celle qui a passé des décennies à perfectionner chaque geste, préparant non seulement le déjeuner, mais aussi le courage pour ce qui va arriver. Dans le salon, ma famille se réunit comme nous le faisons tous les dimanches depuis plus de 2 décennies. Claire et Michel, mes enfants, tous deux dans la cinquantaine, occupent le canapé principal. Claire travaille comme directrice marketing dans une entreprise de cosmétiques, ici à Lyon. Sa posture toujours droite reflétant la discipline que j'ai appris à admirer en elle. Michel, plus décontracté, est professeur d'histoire au lycée local, ses mains toujours tachées de craie et ses lunettes glissant constamment sur son nez. Paul, mon petit-fils aîné de 26 ans, marche dans la pièce avec la confiance typique de la jeunesse. Ses yeux bruns brillent, d'une ambition à peine voilée, parlant toujours de plans d'affaires et d'opportunités d'investissement. Sophie, sa jeune sœur de 23 ans, étudie le droit à l'université de Lyon et observe tout avec le regard analytique qu'elle développe lors de ses cours. Le patriarche absent, mon cher Henri, décédé il y a 5 ans, semble encore occuper son fauteuil préféré en cuir marron. Je ressens sa présence chaque dimanche, surtout aujourd'hui, alors que je dois prendre une décision qui l'aurait remise en question. La table est dressée avec la porcelaine de Limoges que nous avons reçue en cadeau de mariage, et les verres en cristal capturent la faible lumière de l'hiver lyonnais qui entre par les fenêtres. Le vin Côte du Rhône est déjà ouvert, respirant comme Henri l'insistait toujours. Je me dirige vers le salon en portant le plat fumant, et tous se lèvent automatiquement. Un rituel familial qui me réchauffe le cœur. « Bon appétit !» dis-je, mais ma voix trahit une nervosité que j'espère que personne ne percevra. Je m'assieds au bout de la table, à ma place habituelle, me préparant à tout changer. Pendant les premières minutes, la conversation coule naturellement entre des bouchées de viande tendre et des gorgées de vin. Michel parle de ses élèves, Claire se plaint des nouveaux projets au travail et Paul s'enthousiasme pour une start-up technologique qu'il prévoit de lancer. Sophie écoute plus qu'elle ne parle, posant occasionnellement des questions perspicaces qui révèlent son esprit juridique en formation. Le son des couverts contre la porcelaine crée une symphonie familière, et un instant, j'envisage de reporter ma décision. Mais non, j'ai attendu trop longtemps. Je m'éclaircis la gorge délicatement et pose mes couverts mal sur l'assiette, un geste qui a toujours signalé mon intention de faire une annonce importante. La table se tait progressivement, tous les regards se tournant vers moi, avec une attente mêlée de curiosité et d'appréhension. Le moment est venu, et il n'y a plus de retour en arrière. J'ai quelque chose d'important à partager avec vous. Commençai-je, ma voix plus ferme maintenant. Durant toutes ces années depuis la mort de votre père, j'ai réfléchi à l'avenir, à notre famille et aux legs que je souhaite laisser. Je fis une pause, observant leurs visages attentifs. J'ai décidé d'anticiper une partie de mon héritage. Aujourd'hui même, j'ai transféré 500 000 € sur le compte de Paul. Le silence qui s'ensuit est assourdissant. Paul faillit s'étouffer avec son vin, ses yeux écarquillés de surprise et d'incrédulité. Claire laissa tomber sa fourchette dans l'assiette avec un bruit métallique qui résonna dans la pièce. Michel retira ses lunettes et les essuya nerveusement, une habitude qu'il développe lorsqu'il traite des informations difficiles. Sophie resta immobile,
mais je pus voir son esprit juridique travailler, analysant les implications. La température de la pièce sembla avoir chuté de 10 degrés instantanément. La réaction est immédiate et viscérale. Claire est la première à retrouver sa voix. « Maman, qu'est-ce que tu dis ? 500 000 euros ?» Sa voix tremble entre incrédulité et indignation. Michel hoche la tête lentement, comme s'il essayait de se réveiller d'un étrange rêve. « Pourquoi, Paul ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi sans consulter la famille ?» Les questions volent à travers la table comme des éclats de verre. Paul, toujours sous le choc, essaie de parler mais ne fait que balbutier des mots inarticulés. Sophie se manifeste enfin avec la froideur analytique qui la caractérise. « Grand-mère, comprenez-vous les implications légales et familiales de cette décision ? Le déjeuner du dimanche, qui a toujours été notre moment d'union, se transforme en quelque chose d'inconnaissable. J'observe leur visage et je réalise que je viens de planter la graine d'une guerre que je n'imaginais pas possible. Le bœuf bourguignon refroidit dans les assiettes, oublié devant la bombe que je viens de faire exploser. Les jours qui suivent le déjeuner fatidique transforment ma maison en territoire de guerre froide. Claire appelle 3 fois par jour, sa voix oscillant entre supplication et accusation voilée. « Maman, tu dois reconsidérer cette décision. Paul est trop jeune pour une telle responsabilité. » Michel, plus diplomate, prévoit une visite pour mercredi, arrivant avec un bouquet de fleurs et une expression inquiète qu'il ne parvient pas à dissimuler. Je m'assieds dans le fauteuil de Henri, observant par la fenêtre les eaux du Rhône qui continuent de couler, indifférente au chaos familial que j'ai créé. L'hiver semble plus rigoureux cette année, ou peut-être est-ce seulement le reflet de la glace qui s'est installé entre nous. Paul, curieusement, est celui qui me cherche le moins. J'imagine qu'il est en train de digérer l'ampleur de ce qu'il a reçu, ou peut-être tente-t-il d'élaborer un plan pour l'argent. Les rues de Lyon restent animées en bas, des gens marchant avec détermination, inconscients du drame qui se déroule au 6e étage. Michel arrive ponctuellement à 15 heures, comme promis. Il apporte avec lui l'odeur familière de craie et de café que j'ai toujours associée au professeur, et ses lunettes sont embuées par la différence de température. Je prépare du thé et le sers dans la belle porcelaine, essayant de maintenir une certaine normalité dans nos rencontres. « Maman », commence-t-il avec prudence, comme s'il marchait sur des tessons de verre. Claire est très bouleversée, Sophie aussi. Elles se sentent lésées. Je bois mon thé lentement, savourant l'Earl Grey que Henri dédaignait toujours. « Et toi, Michel ? Comment te sens-tu ? » je demande, étudiant son expression. Il retire ses lunettes et les nettoie, cette habitude nerveuse familière. Confus, pour être honnête. Paul est un bon garçon, mais 500 000 euros, c'est une somme qui pourrait changer la vie de n'importe qui dans la famille. Sa voix porte une amertume contenue qui me blesse plus que les accusations directes de Claire. Sophie apparaît le jeudi sans prévenir, vêtue de son manteau de laine noire qui la fait paraître plus âgée que ses 23 ans. Ses yeux ont l'éclat déterminé de celle qui a passé des jours à formuler des arguments juridiques. « Grand-mère, nous devons parler des implications légales de votre décision, » dit-elle en sortant un carnet de son sac. Je suis fière de son esprit analytique, même lorsqu'il est dirigé contre moi. J'explique que j'ai consulté mon avocat, que tous les documents sont en ordre, que j'ai le plein droit de disposer de mes biens comme je le souhaite. Elle note tout méticuleusement, mais je vois que ces notes ne sont qu'un moyen de canaliser sa frustration. Il ne s'agit pas de légalité, grand-mère, il s'agit de justice familiale. Sa voix tremble légèrement, révélant la jeune femme vulnérable derrière la façade professionnelle. Le silence qui s'ensuit n'est rempli que par le bruit du chauffage central et la circulation lointaine dans les rues de Lyon. Paul me rend enfin visite le vendredi, apportant des croissants de la boulangerie où nous allions ensemble quand il était enfant. Il est plus maigre, les yeux cernés, suggérant des nuits agitées. « Grand-mère, je ne sais pas quoi dire », confesse-t-il,
s'asseyant sur le bord du canapé comme s'il était prêt à s'enfuir à tout moment. Tout le monde me regarde comme si j'avais volé quelque chose. Je sers du café et observe ses mains tremblantes tenir la tasse. La confiance jeune et ambitieuse que j'ai toujours admirée en lui semble s'être évaporée, remplacée par une anxiété palpable. Les projets d'entreprise que je planifiais. Maintenant, j'ai peur d'échouer et de vous décevoir. Sa vulnérabilité me touche plus que je ne l'attendais. Je pose ma main sur la sienne, sentant combien elle est froide malgré le chauffage. Paul, l'argent est à toi. Fais ce que tu juges le mieux, mais souviens-toi, je ne t'ai pas choisi par hasard. Il me regarde les yeux humides, essayant de déchiffrer le sens de mes mots. Le samedi, Claire arrive accompagnée de Michel et Sophie, une délégation familiale officielle. Ils sont sérieux, déterminés, avec la posture de ceux qui sont venus pour une négociation importante. Claire, comme toujours, prend les devants. « Maman, nous comprenons que vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre argent, mais cette décision est en train de détruire notre famille. » Michel hoche la tête en signe d'accord, tandis que Sophie prend des notes discrètement. Je sers du café à tous, mais personne ne touche aux tasses. La tension est si dense qu'elle semble tangible, emplissant chaque recoin de la pièce. « Nous voulons proposer une solution, » continue Claire. « Diviser l'argent équitablement entre les petits-enfants ou créer un fonds commun pour tous. » J'écoute leurs propositions avec patience, observant comment chacun contribue avec des arguments soigneusement répétés. Sophie présente même des précédents légaux de disputes familiales similaires. Quand ils ont terminé, je reste silencieuse de longues minutes, le son de l'horloge murale marquant les secondes comme des battements de cœur accélérés. Je me lève lentement et me dirige vers la fenêtre, observant Lyon s'éveiller d'un autre samedi d'hiver. Les arbres dénudés le long du Rhône ressemblent à des soldats en formation, résistant au vent glacial. « Mes chers », dis-je finalement, sans me retourner. Croyez-vous que j'ai vécu 78 ans sans rien apprendre sur la famille? Que j'ai pris cette décision à la légère? Ma voix résonne dans la pièce avec une autorité que je n'ai pas utilisée depuis des années. Paul a reçu cet argent pour une raison très spécifique, une raison que vous ne connaissez pas encore. Je me tourne pour leur faire face, et je vois leurs expressions passer de la détermination à la confusion. Claire ouvre la bouche pour protester, mais je lève la main, la faisant taire. Marquez le dimanche prochain pour le déjeuner. Amenez Paul aussi. J'ai quelque chose de très important à révéler, quelque chose qui changera la perspective de vous tous sur cette famille. Leurs visages révèlent un mélange de curiosité et d'appréhension. Le jeu que j'ai commencé est sur le point de dévoiler ses cartes les plus importantes. La semaine qui précède le déjeuner décisif s'étire comme un hiver éternel. Je passe mes journées à organiser des documents que j'ai gardés pendant des décennies dans une boîte à chaussures au fond de mon armoire. Certificats, photographies jaunies, lettres manuscrites à l'encre délavée. Chaque papier raconte une partie d'une histoire que j'ai gardée secrète, portant seul le poids, comme Henri disait toujours que les femmes fortes le font. Mes doigts tremblent légèrement en feuilletant les pages, non pas à cause de l'âge, mais à cause de l'émotion de libérer enfin des vérités emprisonnées. Le téléphone sonne constamment. Claire vérifiant si je maintiens toujours ma décision absurde. Michel proposant de discuter, au cas où je voudrais reconsidérer. Sophie demandant si j'ai besoin de soutien juridique pour la réunion. Paul, typiquement, reste silencieux. Mais j'imagine que son jeune esprit bouillonne de spéculation. Lyon, à travers la fenêtre, poursuit sa routine indifférente. Mais pour moi, chaque jour est une éternité de préparation émotionnelle. Samedi soir, je ne parviens pas à dormir. Je marche dans les pièces de l'appartement, touchant des objets familiers, comme s'ils étaient soit des talismans capables de me donner du courage. La photo de mariage avec Henri sur la table du salon, où il sourit, avec cette confiance qui m'a toujours rassurée. Le piano sur lequel Claire jouait, enfant,
maintenant poussiéreux et silencieux. Les livres d'histoire de Michel, certains encore avec ses dédicaces d'adolescents. Chaque souvenir est une couche de la vie que nous avons construite ensemble. Mais demain, j'ajouterai une nouvelle couche. Une qui a existé parallèlement pendant tout ce temps. Je prépare une tasse de camomille et m'assieds dans le fauteuil de Henri, observant les lumières de la ville dispersées comme des étoiles terrestres. L'aube arrive lentement, et avec elle la certitude que je ne peux plus revenir en arrière. Certaines vérités, une fois libérées, transforment tout irrévocablement. Le dimanche se lève sous un ciel gris typique de l'hiver lyonnais. Mais il y a quelque chose de différent dans l'air. Une tension électrique qui précède les tempêtes. Je me lève tôt et commence les préparatifs de ce qui sera, probablement, le déjeuner le plus important de ma vie. Je choisis le même menu que la semaine dernière, bœuf bourguignon, car la familiarité pourrait peut-être atténuer le choc de ce qui va arriver. Mes mains travaillent automatiquement, coupant carottes et oignons, tandis que mon esprit répète les mots que je dirai. Je revais ma meilleure robe, le bleu marine que Henri complimentait toujours, et le collier de perles qui me donne de la force dans les moments difficiles. L'appartement est impeccable, chaque détail soigneusement arrangé, comme si c'était une scène pour le drame qui va se dérouler. L'arôme du ragoût commence à se répandre dans la maison, se mêlant à ma nervosité croissante. Dans quelques heures, ma famille saura tout. À 11h30, je commence à entendre les pas familiers dans l'escalier. Claire arrive la première, ponctuelle comme toujours, apportant une bouteille de vin qu'elle a, j'imagine, choisie avec soin pour impressionner. Ses yeux scrutent mon visage, cherchant des indices sur ce que je compte révéler. Michel et Sophie arrivent ensemble, elle portant son sac habituel, probablement rempli de documents juridiques pour toute éventualité. Paul est le dernier à arriver, paraissant plus jeune et vulnérable que jamais, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, comme s'il essayait de se protéger de ce qui va arriver. La pièce se remplit rapidement du bruit de conversations tendues et forcées. Je serre des amuse-gueules que personne ne touche, observant comment ils évitent mon regard direct. L'atmosphère est dense, chargée d'attentes non verbalisées et de peurs silencieuses. Tous savent que ce ne sera pas un déjeuner ordinaire, mais aucun d'entre eux n'imagine l'ampleur de ce qu'ils découvriront. Nous nous asseyons à table dans la même disposition que la semaine précédente, comme si reproduire la géographie physique pouvait d'une manière ou d'une autre contrôler le chaos émotionnel à venir. Je sers le bœuf bourguignon en silence, remarquant que tous mangent machinalement, plus préoccupés par mon prochain mouvement que par le goût de la nourriture. Claire s'éclaircit la gorge plusieurs fois, se préparant clairement à parler, mais recule toujours au dernier moment. Michel joue nerveusement avec ses lunettes, et Sophie prend des notes mentales de chacun de mes gestes. Paul touche à peine à la nourriture, ses yeux fixés sur son assiette comme s'il craignait de croiser mon regard. Le son des couverts contre la porcelaine résonne dans la pièce comme un compte à rebours métallique. Lorsque je finis ma dernière bouchée, je pose mes couverts sur l'assiette, le signe familier qui a toujours précédé mes annonces importantes. Cette fois, cependant, le geste porte le poids de décennies de secrets sur le point d'être révélés. Avant d'expliquer pourquoi Paul a reçu l'argent, commençai-je, ma voix étonnamment ferme. Je dois vous raconter une histoire que j'ai gardée pendant 35 ans. Je me levai et me dirigeai vers la commode, en retirant la boîte de documents que j'avais soigneusement préparée. Leur visage reflétait une curiosité mêlée d'une appréhension croissante. En 1989, quand vous étiez encore enfant, Claire, Michel, j'ai aidé une jeune femme en grande difficulté. Elle n'avait que 16 ans, était enceinte et désespérée. Je fis une pause, observant Paul lever lentement les yeux de son assiette, une compréhension progressive commençant à se former sur son expression. Cette jeune femme a donné naissance à un garçon et, incapable de l'élever, m'a demandé de l'aide pour trouver une famille aimante. Le silence dans la pièce devint absolu,
seul le chauffage central chuchotant en arrière-plan. J'ai trouvé cette famille à Marseille. J'ai payé toutes les dépenses légales, médicales, et j'ai maintenu un contact discret toutes ces années. Je vis Claire ouvrir la bouche, sous le choc silencieux, tandis que Michel enlevait et nettoyait ses lunettes compulsivement. Ce garçon, continuai-je, ma voix prenant de la force à chaque mot, a grandi à Marseille avec une famille merveilleuse qui lui a donné amour, éducation et valeur. Mais je n'ai jamais perdu le contact. Pendant toutes ces années, j'ai envoyé de l'argent pour ses études. J'ai suivi de loin ses réussites, ses difficultés. J'ouvris la boîte et en retirai une photographie récente. Un jeune homme de 35 ans, brun, aux yeux doux, souriant devant la mer Méditerranée. Il est devenu ingénieur naval, s'est marié il y a 5 ans avec une professeure, et ils ont une fille de 3 ans. Je fis passer la photo autour de la table, observant comment chacun l'examinait avec fascination et incrédulité. Claire prit l'image avec des mains tremblantes, comme si elle touchait quelque chose de sacré et de prohibé. Vous voyez Julien Moreau, techniquement mon premier petit-fils, 5 ans plus âgé que Paul. Les mots résonnèrent dans la pièce comme des pierres jetées dans un lac silencieux, créant des ondes de choc qui s'étendaient en cercles de plus en plus larges. Paul resta immobile, traitant l'information qui redéfinissait complètement sa position dans la famille. Mais grand-mère! Sophie retrouva enfin sa voix, sa formation juridique émergeant automatiquement. Si vous avez gardé le contact toutes ces années, pourquoi ne nous l'avez-vous jamais dit? Pourquoi le secret? Ces questions sont valables, et je vois dans ses yeux le mélange d'admiration et de trahison qui caractérise les découvertes familiales profondes. Je me rassis, sentant le poids des années et des décisions. Parce que j'ai promis à sa mère biologique de maintenir une discrétion absolue. Elle a refait sa vie, s'est mariée, a eu d'autres enfants qui n'ont jamais su l'existence de Julien. Claire laissa échapper un soupir entrecoupé, ses émotions oscillant entre choc et curiosité. Mais aussi, admis-je, parce que je ne savais pas comment expliquer à votre père, à vous, qu'il y avait un morceau de notre cœur qui vivait loin. Michel hocha la tête lentement, essayant de réorganiser mentalement l'arbre généalogique qu'il croyait connaître. « Il est au courant de nous ?» demanda Paul, brisant enfin son silence. Sa voix semblait petite, presque enfantine. « Julien sait qu'il y a une famille à Lyon qui s'est toujours préoccupée de lui, mais il n'a jamais su les détails avant la semaine dernière. » Je retirai de la boîte une lettre manuscrite, le papier sentant encore l'encre fraîche. Après le déjeuner de la semaine dernière, quand j'ai vu à quel point ma décision avait causé de la souffrance, j'ai réalisé qu'il était temps de rassembler toutes les pièces de cette histoire. Je lus des extraits de la lettre à voix haute. « Madame Dubois, recevoir votre lettre a été la plus grande surprise de ma vie. Je me suis toujours demandé quelle était la famille qui m'avait aidée à exister, qui a permis à mes parents adoptifs de m'aimer comme un fils. » Ma voix flancha légèrement en continuant. « Si c'est possible, j'aimerais beaucoup vous rencontrer personnellement, vous remercier pour la vie que vous m'avez donnée. » Le silence qui s'ensuit est dense d'émotions contradictoires. Claire essuie discrètement une larme, tandis que Michel reste figé sur la photographie, comme s'il pouvait absorber 35 ans d'histoire à travers l'image. Sophie prend des notes mentales, calculant probablement les implications légales et familiales de cette révélation. « Alors c'était pour ça ?» murmura Paul, une compréhension douloureuse éclairant ses yeux. « L'argent, ce n'était pas parce que je suis spéciale, c'était pour compenser les années qu'il n'a pas eues. » Sa voix portait une profonde amertume, mêlée de soulagement d'enfin comprendre. Je me levai et marchai vers lui, posant mes mains sur ses jeunes épaules tendues. « Paul, tu as reçu cet argent parce que tu dois apprendre quelque chose que Julien sait déjà. Que la famille n'est pas seulement le sang, c'est un choix, c'est un engagement, c'est un amour inconditionnel.
Il me regarda les yeux humides, essayant de traiter la leçon intégrée dans le geste qui avait initialement semblé injuste. Julien a vécu toute sa vie en sachant qu'une famille lointaine se souciait de lui sans rien attendre en retour. Vous, mes petits enfants de sang, devez apprendre que l'amour véritable exige parfois des sacrifices que nous ne comprenons pas immédiatement. Claire couvrit son visage de ses mains, ses épaules tremblant d'une émotion contenue. La pièce sembla plus petite maintenant, comme si les secrets révélés avaient absorbé tout l'espace disponible. « Quand Julien arrivera-t-il » demanda Michel, sa voix pratique coupant à travers la densité émotionnelle. Je consultai la montre. 14h45. « À 16h » répondis-je, observant comment l'information provoquait diverses réactions. Claire se redressa immédiatement, passant les mains dans ses cheveux, comme si elle se préparait à rencontrer une célébrité. Sophie ferma son carnet de notes, réalisant que ce moment transcendait toute analyse juridique. Paul se leva brusquement et marcha jusqu'à la fenêtre, observant les rues de Lyon comme s'il cherchait un étrange familier. « Je ne sais pas si je suis prêt pour ça », avoua-t-il, sa vulnérabilité juvénile brisant le masque de confiance qu'il avait toujours porté. Michel retira ses lunettes et les nettoya pour la 100e fois, un rituel nerveux qui s'intensifiait. « Il nous ressemble ?» demanda Claire, sa curiosité maternelle émergeant. Je souris pour la première fois depuis des jours. Attendez de voir. Certaines surprises sont mieux découvertes personnellement. L'appartement sembla retenir son souffle collectif, attendant l'arrivée du fantôme familial qui était sur le point de devenir réalité. La sonnette retentit exactement à 16h, coupant le silence tendu comme une lame affûtée. Tous s'arrêtèrent instantanément, Claire au milieu d'un geste nerveux, Michel nettoyant ses lunettes pour la 1000e fois, Sophie organisant des papiers déjà organisés, Paul figé près de la fenêtre. Je me levai avec la dignité que je réserve aux moments historiques, lissant ma robe et vérifiant que le collier était en place. Mes pas résonnèrent dans le couloir comme une procession solennelle, chacun marquant la fin d'une ère et le début d'une autre. J'ouvris la porte et il était là. Julien Moreau, 35 ans, cheveux bruns légèrement grisonnants aux tempes, des yeux que je reconnus immédiatement comme étant de notre famille, bien que je ne les ai jamais vus auparavant. Il tenait un bouquet de fleurs et ses mains tremblaient imperceptiblement. « Madame Dubois ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'émotion et de nervosité. « Bonjour Julien », répondis-je, et pour la première fois depuis des décennies, je sentis que j'étais exactement là où je devais être. « Entrez mon cher, votre famille vous attend. » Je conduis Julien à travers le salon, observant comment ses yeux absorbent chaque détail, les photographies de famille sur les murs, le fauteuil en cuir de Henri, le piano silencieux de Claire. Ma famille reste immobile, comme des acteurs attendant leur entrée en scène. Voici Claire, ma fille aînée. Je le présente, observant comment elle se lève automatiquement, tendant la main avec une formalité qui ne peut masquer son émotion. Et Michel, mon fils. Michel retire ses lunettes une dernière fois avant de saluer Julien d'une poignée de main chaleureuse. Sophie, ma petite fille, étudiante en droit. Sophie le salue avec une courtoisie professionnelle, mais je vois une curiosité sincère dans ses yeux. Et Paul, dis-je me tournant vers mon petit-fils qui reste près de la fenêtre. Mon petit-fils aîné. La rencontre entre les deux jeunes hommes est chargée de sens. Paul hésite avant de s'approcher, et quand ils se saluent enfin, c'est comme si deux versions parallèles de la même famille se rencontraient dans le temps. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », je l'invite, désignant le fauteuil que je réserve toujours aux invités spéciaux. Julien accepte avec gratitude, posant les fleurs sur la table basse. Sa présence transforme la dynamique de la pièce. Ce n'est plus seulement ma famille traitant une révélation, mais un groupe de personnes découvrant des liens inattendus.
Madame Dubois m'a parlé de vous dans sa lettre. Commence Julien, sa voix gagnant progressivement en confiance. Je me suis toujours demandé quelle était la famille qui avait rendu mon adoption possible. Claire se penche en avant, fascinée. Comment étaient vos parents adoptifs ? Demande-t-elle avec une gentillesse maternelle. Merveilleux, répond Julien, souriant pour la première fois depuis son arrivée. Mon père était mécanicien naval, ma mère infirmière. Ils m'ont donné tout l'amour dont un enfant peut avoir besoin. Michel observe attentivement, comme s'il étudiait un document historique vivant. Et votre profession ? Henriette a mentionné que vous êtes ingénieur. Ingénieur naval. Je travaille au port de Marseille depuis 10 ans. Sophie, toujours directe, pose la question que tous évitaient. Comment vous sentez-vous en nous connaissant maintenant, à propos de toute cette histoire ? Julien réfléchit avant de répondre, choisissant ses mots avec soin. Confus, mais dans le bon sens. Pendant des années, je savais que quelqu'un m'avait aidé financièrement pour mes études, mais je n'aurais jamais imaginé que c'était une famille entière qui se préoccupait de moi. Il regarde Paul, qui s'approche enfin et s'assied sur le canapé. Lorsque Madame Dubois a écrit sur votre réaction à l'argent que Paul a reçu, j'ai compris que mon existence avait causé des problèmes. Paul hoche la tête rapidement. Ce n'était pas des problèmes à cause de vous. C'était à cause de notre ignorance. Sa maturité soudaine me surprend positivement. Maintenant, je comprends pourquoi grand-mère a fait ce qu'elle a fait. Elle essayait de nous apprendre quelque chose sur la famille. Claire essuie discrètement une larme, touchée par la sagesse inattendue de son neveu. L'air dans la pièce semble plus léger, comme si un poids invisible avait été enlevé. Michel, toujours l'éducateur, oriente la conversation vers un terrain plus concret. « Julien, avez-vous votre propre famille ?» Ses yeux s'illuminent immédiatement. « Oui, ma femme Marie est professeure de français et nous avons une fille, Camille, de 3 ans. » Il sort une photo de sa poche, une petite fille aux cheveux bouclés souriant sur une plage. « Elle est magnifique !» soupire Claire, et je vois son esprit de grand-mère s'élargir pour inclure une nouvelle petite fille. « Marie est au courant pour aujourd'hui ?» demande Sophie avec une curiosité pratique. « Elle sait et elle a hâte de vous rencontrer, si vous le souhaitez. » Paul se lève à nouveau, mais cette fois, non par nervosité, par décision. « Bien sûr que nous le voulons. Vous êtes notre cousin. » Le mot sonne étrange au début, mais trouve rapidement sa place naturelle. Et Camille était notre cousine aussi. J'observe cette acceptation avec une fierté maternelle. Paul apprend la leçon que j'espérais enseigner. La famille est un choix conscient, pas seulement un accident biologique. La transformation sur son visage est visible, l'anxiété cédant la place à une curiosité sincère. « Grand-mère », dit Paul, se tournant vers moi avec une nouvelle compréhension. « Puis-je faire une proposition ?» Tous le regardent attentivement. « L'argent que j'ai reçu, je veux en utiliser une partie pour faire venir Marie et Camille à Lyon, pour que nous puissions nous connaître correctement en tant que famille. » Sa générosité spontanée m'émeut profondément. Claire applaudit doucement, approuvant l'idée. Et nous pouvons organiser un dîner approprié, tous ensemble, ajoute Michel. Sophie, toujours pratique, propose « Je peux aider avec les aspects légaux si vous avez besoin de documents. » Julien regarde autour de la pièce, clairement touché par l'accueil chaleureux. Je ne sais pas comment vous remercier. J'ai passé toute ma vie à imaginer ce que ce serait d'avoir une grande famille. Et maintenant, sa voix faiblit légèrement. Maintenant, vous en avez une. Je complète gentiment. Et nous aussi, nous avons gagné quelque chose de précieux qui nous manquait sans le savoir. La pièce se remplit d'une énergie différente.
non plus la tension des secrets, mais l'attente joyeuse de nouvelles possibilités. Alors que le soleil se couche sur Lyon, teintant le Rhône d'or à travers les fenêtres, j'observe ma famille élargie converser avec animation. Julien raconte des histoires de Marseille, Paul décrit ses projets d'entreprise avec un enthousiasme renouvelé, Claire planifie déjà comment décorer une chambre pour la visite de Camille. Michel et Sophie discutent des questions pratiques pour réunir la famille régulièrement. Je m'assieds dans le fauteuil de Henri, sentant sa présence approbatrice, et je réalise que j'ai enfin tenu une promesse que je m'étais faite il y a 35 ans, unir toutes les parties de cette famille dispersée. L'argent que j'ai donné à Paul n'a jamais été une question de valeur monétaire. C'était pour enseigner que l'amour véritable nous oblige parfois à prendre des décisions difficiles qui n'ont de sens que lorsque nous révélons toute la vérité. Maintenant, en voyant mes enfants et mes petits-enfants embrasser Julien comme un frère et un cousin, je sais que la leçon a été apprise. La famille, nous l'avons découvert ensemble, n'est pas définie seulement par le sang, mais par le choix conscient d'aimer et d'accepter. Même quand, surtout quand, cela nous défie et nous transforme.